Chers amis, ces 10 dernières années, je suis parti à la rencontre d'une centaine d'artistes dans des disciplines très différentes qui vont de la peinture à l'acrylique, au rap, en passant par la poésie. Et je leur demandais systématiquement le secret de leur créativité. Ce à quoi, toujours, j'obtenais l'une de ces 3 réponses. Numéro 1, il faut travailler. Numéro 2, il n'y a pas de secret. Numéro 3, il faut trouver son style. Et là, on se dit qu'on a encore affaire à l'une de ces innombrables petites phrases agaçantes qu'on entend souvent dans le milieu artistique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire au fond, trouver son style? Est-ce que les grands écrivains sont nés avec un style déjà singulier? Est-ce que Rimbaud, à la sortie du ventre de sa mère, a regardé la sage-femme droit dans les yeux et lui a dit « J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies » Est-ce qu'il s'agit au contraire de quelque chose de créé de toutes pièces et ainsi faire différent pour faire différent? Est-ce que si je décide que je ne composerai plus de musique maintenant qu'en utilisant la note Mi, je pourrais dire ainsi que j'ai trouvé mon style? C'est précisément la question que je vous propose d'explorer dans ce premier épisode de Paroles d'artiste. Pourquoi dit-on qu'il faut trouver son style? Et comment cela peut être le moyen, pour nous, artistes, de libérer notre créativité? Yo, je prends 1 minute top chrono pour vous expliquer pourquoi je suis en train de parler comme un couillon devant ma GoPro. Il y a 2 activités que je pratique beaucoup plus que la moyenne, parler et réfléchir sur l'art, et me promener. Je me promène beaucoup. Dans les 2 cas, il s'agit pour moi d'explorer le monde de la vie, pour parler comme le philosophe Edmond Husserl. J'avais envie de profiter de mes balades pour vous parler de création artistique. Pas du tout en tant que chercheur, mais en tant qu'artiste, pour partager avec vous des réflexions personnelles sur la base de mes lectures, de mes expériences, des discussions aussi que j'ai souvent avec les amis. Mais surtout, j'aimerais donner à chacun l'envie de créer. J'aimerais transmettre l'idée, qui est pour moi une certitude, que la création artistique est un plaisir et même une jubilation. Ça passe par des conseils pratiques et par des réflexions qui nous permettront d'élargir notre perception de l'art et, partant, notre perception du monde. Bref, j'espère que grâce à ces vidéos, plus de personnes se rendront compte que l'art est un monde fabuleux qu'il vous appartient d'explorer. Ainsi, s'il vous intéresse de retrouver mon érubescent faciès tous les samedis à 10h du matin, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, commenter, voire partager la vidéo. Vous seriez d'adorables amours. Imaginer est naturel, inventer est facile. Mais on se brime, on muselle notre propre imagination et c'est dû principalement à des traumatismes qu'on aurait vécus notamment au cours de notre éducation. Voici, en substance, ce qu'avance le maître du théâtre d'improvisation Keith Johnstone dans son livre Impro, improvisation et théâtre. C'est un livre fabuleux que tout le monde devrait lire parce qu'il parle non seulement évidemment d'improvisation mais plus largement de créativité et il déverse sur le lecteur un tombereau de réflexion qui améliore sa capacité tout simplement à jouir de la vie. Pour revenir au message, Johnstone soutient ainsi que tout le monde a de l'imagination, mais que certains individus développent un mécanisme d'autocensure qui soumet au jugement l'ensemble des pensées qui le traversent, ce qui nuit gravement à sa capacité à générer des propositions innovantes. Johnstone évoque, pour désigner ce phénomène, ce que Schiller appelle le gardien des portes de l'esprit. Pour le comprendre, imaginez une maison. C'est une maison superbe, complètement à votre goût, entourée d'un jardin qui est tout aussi magnifique. Il y a à l'extérieur de la propriété un groupe de personnes qui vous attend et que vous avez envie de rencontrer. Ces personnes, ce sont les idées qui vous traversent. Mais maintenant, imaginez aussi qu'à votre portail, il y a un gardien qui veille. Un gardien avec un jugement dur, borné, et qui se méfie des invités dont l'allure lui paraît étrange. Mais justement, vous les avez invités justement parce qu'ils vous intriguent, ils vous étonnent. Mais le gardien ne les laisse pas passer. Il ne laisse passer que les invités qui lui paraissent familiers ou bien ceux qui lui semblent le plus prestigieux. Bon, évidemment, avec des invités supposément prestigieux et tous plus ou moins similaires à votre entourage, vous ne risquez pas vraiment de faire des rencontres fascinantes. Mais maintenant, imaginons que le gardien est déjà à l'intérieur de la propriété, tout le monde peut entrer et le gardien se tient juste à l'écart comme ça, au cas où, comme vous savez les militaires de l'opération Sentinelle, juste au cas où. Ainsi, tout le monde entre, tout le monde peut profiter de la piscine, de la bibliothèque très très grande de la maison. Les idées se rencontrent et vous les laissez vivre, vous les laissez jouir en paix tout simplement. Parfois les idées se mélangent et leur conversation donne naissance à d'autres idées. Alors parfois elles entrent en confrontation, elles ne vont pas l'une avec l'autre. Alors c'est là que tout simplement le gardien intervient, le gardien les sépare et ainsi elles peuvent, ces idées-là, rencontrer d'autres idées qui elles leur correspondent et qui vont donner naissance à une conversation fructueuse. Et cela n'est possible que parce que dans un premier temps, vous les avez toutes acceptées, sans jugement. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on réfléchit trop, on juge, et le jugement, s'il intervient dès les prémices de notre volonté de créer, détruit cette volonté.
et détruit ainsi la possibilité de transformer votre idée en œuvre d'art. Keith Johnstone note que d'habitude, on ne réfléchit que lorsqu'il y a un doute, autrement dit quand il y a la possibilité de l'erreur. Et ainsi, il faut repenser notre rapport à l'erreur. Si d'abord nous nous abstenons de valider ou d'invalider nos idées, il n'y a pas de possibilité d'erreur, puisqu'il ne s'agit pas de générer de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce sont des réponses, et c'est tout. L'imagination exige de nous un rapport irénique avec les productions de notre inconscient. Au fond, il s'agit de supprimer la peur d'être jugé. On le sait, la création véritable apparaît toujours dans ces moments où nous parvenons à dépasser ce censeur pusillanime qui, dans l'espoir de nous éviter de prendre le moindre risque, nous enjoint de rester médiocres, autrement dit personne. Mais d'où nous vient ce censeur? Et là, on va parler de gros problèmes. Pour préparer ces vidéos, je me suis entretenu notamment avec d'anciens normaliens et je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup à me parler de la même prise de conscience. Ils me disaient qu'ils s'étaient engagés dans un parcours académique littéraire parce qu'ils étaient évidemment passionnés par la littérature et qu'ils projetaient plus ou moins secrètement de devenir écrivains. Mais ce n'est évidemment pas ce parcours qui enseigne à créer, et à l'approche de la quarantaine, ils en ont pris conscience et se sont alarmés du temps perdu à arpenter une mauvaise piste, et aussi de la difficulté d'en sortir. C'est ça le pire, après des années à avoir appris à juger, ô combien il est difficile de sortir du jugement. En vérité, ça prend même du temps de se rendre compte de ce qu'on y a perdu. Keith Johnstone, pour encore une fois revenir à lui, fait ce constat très juste, qu'une mauvaise éducation ne signifie pas apprendre moins, mais plutôt en sortir diminué. Pour continuer sur notre exemple, beaucoup d'adolescents qui sont intéressés, voire passionnés par la littérature, vont en Hippocagne parce qu'ils se disent oh, « au pire, j'aurais appris des choses ». Mais non, il y a la possibilité très réelle d'annihiler temporairement son talent. C'est un système formidable pour sélectionner les éléments qui auront le plus de chances de devenir des chercheurs brillants. Dans ce cas, il est justifié et même nécessaire de juger, d'encourager la compétition, d'établir des hiérarchies, autrement dit, de discriminer. Mais pour qu'existe l'idée même de création, pour laisser à l'imagination la possibilité d'exister, même un bref instant, et ainsi de pouvoir se développer, il est tout à fait néfaste d'utiliser la compétition. On ne peut pas tout simplement soumettre l'imagination à la compétition. Là, on parle de littérature. Évidemment, il faut de la rigueur pour apprendre la technique. Je pense par exemple à la musique. Il est nécessaire qu'un professeur de guitare puisse juger la technique de son élève pour l'aider à progresser. Par ailleurs, il est tout aussi évident que pour entrer dans les meilleures écoles d'art, puisqu'il y a un concours, les jeunes artistes sont soumis à une discrimination des plus intenses, et à raison. Mais dans ce cas, il s'agit de juger une technique ou, plus simplement, une adéquation avec le profil artistique recherché par l'école. Mais au-delà du système pédagogique qui peut effectivement entraîner des blocages, le milieu même dans lequel on entre peut être tout à fait matrixant. Je prends un exemple. Quand j'étais au cours Florent, j'ai rencontré un ami qui, avant de monter à Paris pour devenir comédien, avait deux passions. Le cinéma, d'où le cours Florent, et le foot. En entrant dans cet univers artistique tant fantasmé, lui qui venait d'une toute petite ville de campagne, il s'est d'abord forcé à croire qu'il n'aimait plus le foot, et puis il s'est mis à fumer des clopes. Autrement dit, il avait l'impression ainsi de devenir artiste, alors qu'il faisait semblant d'être artiste, ce qui nuisait gravement, évidemment, à sa capacité à réellement produire de l'art. Son premier spectacle qui a eu un peu de succès, il l'a créé après avoir réalisé que tout cela était vain, qu'il s'est réautorisé à aimer le foot et qu'il en a fait le sujet de sa pièce. De manière générale, il faut dire que pour cette raison, pour ce besoin de se conformer à ce qui paraît le plus brillant, par pression sociale, autant dire, parce que c'en est la définition précise, par snobisme, les mises en scène en école de théâtre se ressemblent souvent. De la même façon qu'un certain nombre de films de fin d'études en école de cinéma sont toujours techniquement brillants, mais précisément, ils sont juste intelligents, et donc attendus. Et comme je le disais tout à l'heure, le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Sans en avoir du moins pleinement conscience, on désapprend l'intuition et on plébiscite ce qu'un mouvement de foule ici et là porte temporairement au pinacle. Et au bout de quelques mois, on en vient à confondre ces modes avec nos goûts propres. Bon, là je suis en train de parler d'un écueil à éviter quand on entre en école. Évidemment qu'il y a beaucoup d'avantages à être dans une école d'art, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre. C'est d'ailleurs un autre sujet dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Un autre obstacle à la créativité, mais qui est très lié. Beaucoup se bloquent parce qu'ils ont peur de ne pas être originaux. Et voici l'obstacle. Croire qu'on sait ce qui est original, parce qu'on fait forcément erreur.
Quiconque a fait des études d'acteur comprendra tout à fait ce que je veux dire. On est réellement original que quand on joue sincèrement, quand on part véritablement de soi. Tout le reste a déjà été fait. Et on est sincère quand on éprouve réellement, au mépris de l'image qu'on peut renvoyer. Dès qu'on calcule, dès qu'on réfléchit, quand on se voit jouer, on sait que la partie est perdue. Ainsi, il ne faut pas chercher l'originalité, il faut chercher à être évident pour soi. Voici la véritable originalité. Il faut chercher à être évident pour soi. Voici ce que disait Mozart, toujours selon John Stone. La raison pour laquelle mes œuvres tiennent de ma main cette forme et ce style particulier qui les rendent mozartiennes et différentes des œuvres des autres compositeurs est probablement la même que celle qui fait que mon nez est si large ou si aquilin, qui fait que c'est celui de Mozart, différent de celui des autres gens. Parce que je n'étudie ni ne vise l'originalité. Et c'est cela que veulent dire les artistes qui insistent sur l'importance pour chacun de trouver son style. Il ne s'agit pas de le chercher. À force de travail, on trouve cette évidence. Et j'utilise le terme évidence parce que c'est réellement la sensation qu'on a quand on atteint cet état de concentration extrême, vous savez, cet état de flow, cet état où la peur n'existe plus et où l'effort cesse d'être pénible et peut même devenir grisant. Et ça, c'est l'une des innombrables raisons pour lesquelles il ne faut pas attendre d'avoir une bonne idée pour créer. D'abord, on ne peut pas distinguer les bonnes des mauvaises idées avant de les avoir éprouvées dans le feu, comme on dit. Il faut beaucoup de pratique pour trouver son évidence. L'art personnel ne se trouve qu'à tâtons. Voici 4 façons concrètes de tromper son censeur et ainsi entraîner son imagination. Numéro 1. Forcez-vous, pendant une période déterminée, à avoir une production exagérément intense. Par exemple, si vous êtes aquarelliste, vous pouvez décider de peindre une toile de dimension moyenne par jour pendant 3 semaines. Numéro 2. Faites le contraire de ce que ou la raison ou l'intuition vous commande. Vous êtes dramaturge et vous détestez les comédies bourgeoises du théâtre privé. Essayez, écrivez une pièce de boulevard. Vous êtes un sculpteur sur bronze qui n'aimait faire que de l'abstrait. Eh bien, sculptez dans de l'albâtre le buste d'une figure historique. Numéro 3, donnez-vous des contraintes et à partir de ces contraintes, lancez-vous directement. Vous voulez créer des bandes dessinées? Eh bien, décidez d'un nombre limité de personnages et peut-être aussi une contrainte de couleur. Ou si vous êtes musicien, composez une chanson en un temps limité et selon une grille d'accords qui ne vous est pas familière. Numéro 4, essayez-vous à la création automatique. Évidemment, on songe d'abord à l'écriture automatique, qui consiste à écrire le plus vite possible sans penser, ce qui donne à la relecture des choses plus ou moins fascinantes. Vous pouvez aussi, dans le même ordre d'idées, faire autre chose en parallèle pour détourner votre attention. Par exemple, vous pouvez essayer de dessiner en comptant à l'envers à partir de 100. Ces 4 techniques ont 3 objectifs. D'abord, faire apparaître des motifs récurrents. C'est un petit peu comme quand on réveille, on note ses rêves pour comprendre ainsi ce que notre inconscient veut nous dire, les obsessions qui peuvent nous mouvoir. Ensuite, en trompant ainsi votre censeur, vous allez voir votre art petit à petit se modifier à mesure que vous allez le comprendre vous-même. Enfin, il s'agit essentiellement de renouer avec le plaisir. Créer est d'abord un plaisir. Il peut y avoir de petites douleurs, mais c'est un peu comme un plongeon dans l'eau froide. C'est-à-dire que passer cette première peine, ensuite ce n'est que du bonheur. J'aurai la joie dans quelques semaines de vous reparler de ce rapport au plaisir. Retenons ainsi qu'on est réellement libre dans la création quand on fait fi de nos traumatismes et de la pression sociale qu'on peut ressentir, il faut le dire, à très haute dose. Ne cherchons pas à être originaux. Il s'agit d'être évident pour soi. S'il vous intéresse que je partage avec vous d'autres exercices pour développer la créativité, dites-le moi en commentaire. Entre-temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à samedi prochain.